Bonsoir à toutes et tous. De d'abord, je voulais remercier Anthony, je ne sais pas où il est, de MSD, et Anne de Coopération Santé pour m'avoir invité aujourd'hui. Et puis, quelle surprise, lorsque j'ai quitté l'aéroport venant de Toulouse, la patrouille de France m'est passée au-dessus de la tête, bleu, blanc, rouge. Je me suis dit, Coopération Santé, franchement. Mais je viens d'apprendre qu'en fait, il y avait un roi en France. Donc je corrige et je reste à ma place. On a parlé de maladies chroniques. Mais moi, je suis un patient qui, à l'âge de 9 ans, sur le chemin de l'école, a rencontré l'arthrite juvénile. Je suis un patient qui, de 9 ans à 15 ans, a été extrêmement docile. J'écoutais les instructions du corps médical. Tu ne travailleras pas, tu ne feras pas de sport, etc., etc. Mais j'étais docile. Je suis un patient qui, à l'âge de 15 ans, a vite compris que ma santé n'appartenait pas uniquement aux professionnels de santé, mais que j'allais avoir probablement le désir d'avoir un champ d'action sur ma santé, et c'est ce que j'ai mis en place. Moi, j'ai découvert le plaisir d'être vraiment acteur de ma santé, et le plaisir de définir, mais réellement, ça paraît un peu utopique, mais de définir un territoire à ma maladie, et tout ça au travers d'une certaine prévention. Alors pour cela, je me suis engagé, mais je vous passe rapidement, je suis engagé dans Avenir, qui est l'association vaccinale des immunodéprimés réalité. C'est une douzaine d'associations donc, qui se penchent très fortement sur l'intérêt de la vaccination. J'ai été vice-président de l'Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde. Ça, c'est la moindre des choses, puisque c'est la pathologie qui m'habite. J'interviens également, je suis vice-président, on en parlera à la fin, chez l'association Vaccitanie. Puis comme je suis assez actif, je suis également adjoint au maire d'une petite commune à côté de Toulouse, mais adjoint au maire, ça veut dire aussi s'intéresser à la vaccination et prendre les seniors, dont je fais partie, mais ce n'est pas grave, leur donner un coup de main pour s'inscrire sur les vaccinodromes, etc. C'était très, très compliqué. Et puis pour terminer, je suis également engagé, et ça a beaucoup de sens pour moi, en éducation thérapeutique du patient, puisque je suis patient expert. Alors, la vaccination, la plus grande révolution médicale, moi j'ai connu, et ça m'a frappé, les cas de polio. C'est-à-dire j'ai vu des gens par terre, sur des trottoirs, d'époque où il y avait très peu de prothèses, ce n'était pas développé. Moi, j'ai pris conscience quand même que la vaccination, notamment contre la polio, avait été un véritable miracle. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. On a parlé tout à l'heure des anti-vaccins. Moi, j'ai toujours entendu dire que ma maladie, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile, avait été due à la vaccination contre la variole. Et c'est vrai que je suis resté jusqu'à l'âge de 50 ans, très en recul, pas anti-vax, pas du tout, mais très fébrile par rapport à la vaccination. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai intégré Avenir et que mon point de vue a totalement basculé. Donc, je suis pour la vaccination. Tout va bien se passer. La prévention vaccinale, nous, en tant que patients immunodéprimés, on trouve qu'on en parle peu. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on voit beaucoup de médecins généralistes, les spécialistes, et on a l'impression, on a le ressenti que... je vais peut-être corriger le diapo, parce qu'il y a quand même des professionnels de santé, là, enfin bon, qui ne connaissent pas très bien la vaccination. Et on sent, nous, ça donne l'impression que tous ne sont pas bien formés, disons, au travers de leur cursus. Gros déficit d'information quand un patient immunodéprimé souhaite une vaccination. C'est compliqué parce que, par exemple, le généraliste ne connaît pas obligatoirement notre traitement qui est prescrit uniquement à l'hôpital. Et le rhumatologue qui est à l'hôpital, il dit « Attendez, moi je suis là pour régler la polyarthrite, voyez ça avec votre généraliste. » Et dans ce cas-là, la vaccination reste à quai et le patient, bien souvent, ne se fait pas vacciner. Un point sur lequel on est extrêmement favorable et heureux, c'est l'extension vaccinale au niveau des infirmières et des infirmiers. Le principal objectif, bien entendu, étant de raccourcir, de simplifier le parcours, parce que je veux vous assurer, quand on a une maladie chronique,
Les blouses blanches, c'est sympa, mais à un moment donné, moins on en voit, et mieux c'est. Donc, pour nous, c'est une chance inouïe. Alors, la vaccination des sujets fragiles, en fait, il ne faut pas oublier, on a les malades chroniques, les diabétiques, c'est un pourcentage fort de la population. Les immunodéprimés, tous ceux qui ont des traitements qui baissent les défenses, les biothérapies, les biomédicaments, notre méthotrexate, etc. Et puis, il y a un point qui nous paraît également essentiel, c'est bien de vacciner la personne qui est malade, mais également, il est intéressant également de vacciner l'entourage tout proche, c'est-à-dire le conjoint, les enfants s'ils sont adultes. Enfin, il y a un travail très très fort à faire à ce niveau-là, et c'est loin d'être gagné. Au niveau d'avenir, on a une personne là, qui est dans le Grand Est et qui a tenté de faire prendre en charge même la prise en charge de l'entourage par la CPAM. Donc c'est en discussion. Alors, deux types de vaccination. Quand on est immunodéprimé, il faut faire très attention. Moi, je suis devenu un peu rebelle. Alors, on me parlait sans arrêt quand même de l'intérêt de la vaccination. Donc, je me suis offert en fait un vaccin contre la fièvre jaune, c'est-à-dire le vaccin qui m'est totalement interdit. Voilà. Mais ceci dit, tout s'est bien passé et j'ai pu aller à l'époque au Sénégal. L'importance des vaccins, notamment... Alors, un point qui est important... on ne va peut-être pas tous les passer un par un, mais un vaccin qui est important, et les patients aujourd'hui ne connaissent pas trop les conséquences, c'est par rapport au pneumocoque. Et au pneumocoque, c'est totalement inconnu, enfin quand on voit que ça brutalement, le patient ne sait pas de quoi on parle. Et par exemple, moi j'ai fait faire la vaccination contre le pneumocoque, mais mon généraliste a oublié le Prevnar, Prevnar avant le pneumo 23. Donc ça veut dire que j'avais une couverture qui n'était pas extrêmement performante, il a fallu le refaire. Donc tous ces petits ratés, je veux dire, fragilisent énormément, je veux dire, la vaccination et n'aident pas à avoir une bonne couverture vaccinale. Ça va là pour l'instant? Tout le monde est avec moi? Parfait. Alors quel vaccin pour les adultes? Bon, on va passer rapidement, et pour les immunodéprimés. Concernant le diphtérie tétanos, pour la population, en général, c'est à partir de 25 ans, puis tous les 10 ans. Lorsqu'on est immunodéprimé, on commence à 25 ans. Et par contre, c'est réduit à tous les 10 ans. Je ne sais pas si j'ai dit 10 ans, tout à l'heure, c'est tous les 20 ans et après 10 ans. Nous, immunodéprimés, c'est tous les 10 ans. Je vais sauter tout de suite à la grippe. La grippe, la population générale, c'est les plus de 65 ans, une dose annuelle. Quand on est immunodéprimé, c'est dès 6 mois. Et concernant le pneumocoque, j'en parlais. La population générale, non, n'est pas concernée. Par contre, toutes les populations fragilisées, à risque, ont intérêt à se faire vacciner. Et comme c'est mis tout à fait en bas, on voit le PCV, là, le Prevnar, est suivi du pneumo 23, à faire 8 semaines après. Mais tout ça, c'est simple. Et malgré tout, c'est assez compliqué. Et on attend, pour les immunodéprimés, je crois, d'ici la fin 2003, la vaccination par rapport au Zona. Alors, les vaccins, extrêmement importants, mais souvent négligés. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Je pense à la gratuité du vaccin grippe. Par exemple, étant moi-même en ALD depuis toute ma vie, j'ai jamais bénéficié de la prise en charge du vaccin contre la grippe, alors que la polyarthrite rhumatoïde, comme on le voit là, est classée numéro 22 dans les 30 maladies. Moi, j'habite Toulouse. Je peux vous dire qu'à 30 km à côté, dans le Tarn-et-Garonne, notamment Montauban, toutes les polyarthrites ont la prise en charge. Donc, il y a un petit problème, je dirais, politique, je pense, au niveau de l'ARS. Je fais attention. Voilà. Ce n'est pas pour le montant, parce que le vaccin anti-grippe ne coûte pas cher, mais c'est quand même beaucoup plus simple et pour améliorer la couverture au niveau de cette population. Vaccination contre le pneumocoque, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je disais que le parcours est assez simple, mais assez mal maîtrisé, puisque par exemple, moi j'ai échappé au Prevnar, donc il a fallu recommencer la vaccination.
Covid, en tant qu'immunodéprimé, oui, on aurait intérêt à faire. Mais Covid, ça a été extrêmement compliqué, parce qu'on est immunodéprimé. Donc, au départ de la maladie, on nous a dit, vite, courez dans les pharmacies, faites-vous vacciner, vaccinez. Mais au bout de 3-4 semaines, on n'était plus prioritaire. C'était plutôt les greffés, des choses comme ça. Et on est devenu, lorsqu'on a un biomédicament, un patient comme un autre. Mais quelle perturbation, je veux dire, quand on est patient. Alors, courez vite à la pharmacie, après, non, vous n'êtes plus prioritaire. C'est assez compliqué. Et le zona, comme je disais tout à l'heure, où on attend un vaccin. Alors, c'est assez compliqué, en fait, pour suivre la vaccination. Moi, je rêverais presque par moment d'avoir 4 pattes. Déjà, ce serait plus simple pour marcher. Et puis, d'être suivi par un vétérinaire, parce qu'on reçoit à date fixe le rendez-vous pour se faire vacciner. Donc, lorsqu'on est être humain, enfin bon, c'est une chance aussi, je pense, il est quand même difficile de suivre la vaccination. Alors, il y a des sites intéressants, Vaccination Info Service, mesvaccins.net, Infovax, ANSM Santé, mais là aussi, je pense qu'il faut voir que le patient aujourd'hui a un nouveau visage. Je veux dire, ce n'est pas le patient que j'étais, moi, il y a 60 ans. Et je pense que c'est aussi de sa responsabilité aux nouveaux patients d'aujourd'hui de se prendre un peu en charge, de ne pas tout attendre du professionnel de santé et d'aller alimenter lui-même son carnet de suivi vaccination. Et je crois, alors je ne sais plus trop, mais je ne sais pas si au niveau de mon espace santé, je crois que ça y rentre, mais je ne suis pas sûr à 100%. Et puis en haut à droite, il y a aussi possibilité de suivre vos vaccinations chez Vaccitanie. Vaccitanie fait une offre d'adhésion à 20 € aujourd'hui, il y a une promotion, jusqu'à 20h ce soir. Que peuvent faire les professionnels de santé pour soutenir la vaccination ? La table ronde l'a souligné un petit peu, donc je vais réenchérir. C'est se former et de manière continue sur le sujet. Les recommandations évoluent, il y a même des nouveaux vaccins qui apparaissent, d'autres disparaissent, donc ça demande une formation. Un point important également pour les patients, si on ne veut pas les décourager, c'est de les informer en cas de rupture de stock, ou essayer de donner une vision la plus précise possible sur l'avenir. Parce que c'est assez déroutant si on a envie de se faire vacciner, si ce jour-là on ne peut pas, ça ne va pas dans le bon sens. Et en fait, comme j'ai mentionné, bien tracer la vaccination par une saisie sur un site internet. Là, on a mis mon espace santé, mesvaccins.net, et à défaut, faire un suivi sur un cahier, un papier manuel. Alors, Vaccitanie est né en fait en 1918. Il y avait Anne, je crois, qui était à Toulouse, ainsi que M. Alain Coulon. Vous étiez au départ de Vaccitanie, qui a été un collectif et qu'on a transformé depuis 2 ans en association. Vaccitanie donc couvre la région Occitanie, qui va de Toulouse à Montpellier. Créé en 2018, dans le cadre de master organisé par Toulouse Business School et en coopération avec Coopération Santé et Sanofi. Alors, ce n'était pas une improvisation totale, puisqu'on s'est appuyé un peu sur Immuniser Lyon et Vaccinis. Voilà, on a rencontré durant 2 ans pas mal d'acteurs de la santé, le CHU, Montpellier, association de patients, qui paraît essentielle également. Et on a créé en 2020 donc, une association pour avoir enfin nos propres fonds pour pouvoir intervenir au niveau des communications. Alors, promouvoir la vaccination, c'est diffusion d'informations, études, recherches et des actions de communication événements. Tout à l'heure, on a parlé que les infirmiers n'étaient pas si bien vaccinés que ça. On a fait faire une étude par les étudiants au niveau du CHU de Toulouse, médecins bien vaccinés, et plus on descend quand on arrive aux aides-soignantes, il y a presque plus de vaccination. Et nous, quand on est immunodéprimé, qu'on est quand même à risque, on a du mal à accepter que les gens qui s'occupent de nous ne soient pas vaccinés.
on avait eu l'idée de mettre en place un petit macaron en disant « je suis vacciné ». Alors peut-être pas de là à faire son choix, d'autant plus que mon infirmière préférée, la belle blonde frisée, n'était pas vaccinée. Donc, mais ça donnait quand même une identification au niveau de l'action. Alors on a monté des groupes de travail. Il y a une nouvelle association, la ACUMA, qui nous a rejoint dans le cadre du HPV. On accompagne les CPTS. Il y a une CPTS au sud de Toulouse et également une CPTS rive gauche qui est dans Toulouse. Communication, on a intégré des étudiants en santé. On a des soutiens sportifs. Je ne donnerai pas le nom, mais Toulouse est une ville de rugby. Et si vous voulez y voir un peu plus clair, je vous en dirai plus. Création et animation du site Vaccitanie. Avant de terminer, on a largement parlé de la prévention au niveau de la vaccination. Mais moi, en tant que patient, j'aurais plein d'idées. On pourrait intervenir au niveau, par exemple, du tabac, au niveau de l'activité physique, inciter les gens à bouger, c'est un facteur de santé, alors que les gens ont peur, s'ils ont la moindre douleur, ils démissionnent rapidement. On pourrait parler de la prévention au niveau de l'alimentation. On pourrait prévoir également une intervention au niveau de l'alcool, au niveau du stress. Moi, je suis un militant en disant que je vous disais tout à l'heure que le visage du patient doit changer, mais on ne doit pas arriver à une consultation avec son professionnel de santé les mains dans les poches. J'estime que consultation, ça se prépare et on peut engager justement des actes de prévention à ce niveau-là. Moi, j'ai pu changer. On parle de décision médicale partagée. Pour certains, c'est un réel rêve. Moi, je peux vous assurer que j'ai fait mettre en place, par exemple, un assaut de cortisone qui n'était absolument pas prévu par les médecins, mais parce que j'avais préparé ma consultation. J'ai pu également faire espacer, je veux dire, le biomédicament que je prends. Je suis passé de 15 jours, avant j'étais à 8 jours, mais c'est une économie quand même de 50% et pour l'organisme. Et puis les patients chroniques sont soucieux également, désolé, mais des dépenses au niveau de la société. On a des traitements à 1000 et quelques euros par mois. Et bien, je veux dire, pour la société, ça fait une économie de 50%. Et moi, je sentais réellement qu'au fond de moi, j'avais la possibilité d'espacer ce traitement. Je crois qu'aujourd'hui, être touché par une maladie chronique importante, c'est notre devoir de lui laisser une place et puis à côté de s'installer une vie la plus saine possible au travers de la prévention. Je vous remercie. Tout à l'heure, je vous annonçais une mauvaise surprise et maintenant, je vais vous annoncer une bonne surprise. Parce que quand même, Jean-Carl Grelier, qui avait un petit peu honte, il me dit qu'il était désolé de ne pas pouvoir être là. Il a demandé à Cyril, Isaac, Sibylle de venir nous voir. Et comme il sera pris, lui, au moment où on devrait faire les conclusions, il a un message à vous faire passer. Donc, Cyril, si tu veux bien. Alors Cyril est, j'ai oublié de le dire, est député du Rhône, mais je pensais que tout le monde te connaissait. Ouais. Merci à vous de me donner la parole. Je venais pour écouter. On me donne la parole. Non, c'est vrai que la prévention, c'est un sujet que je suis. Deux choses. Je ne vais pas vous faire l'envoyer la laïus, mais je plaide maintenant. Donc, j'ai réuni autour de journées parlementaires, effectivement, ce qu'on appelle 300 coalisés de la prévention. Certains, j'ai vu, étaient ici. Moi, maintenant, je plaide pour une politique systémique de la prévention, et je dirais même industrielle. Il faut qu'on produise de la prévention, et à tous les niveaux. Pour ça, effectivement, par rapport à ça, il faut qu'il y ait un portage politique fort, il faut qu'il y ait des priorités, avec des objectifs, il faut qu'il y ait des indicateurs pour évaluer effectivement cette politique. Voilà un petit peu ce que j'essaie de prôner. La vaccination est un très bon exemple, et on peut le voir, on l'a vu lors de la crise Covid,
on a industrialisé cette politique de prévention de manière assez forte. Grosso modo, moi je crois beaucoup aux données de santé. On a mis un système d'information où, grosso modo, on savait, pratiquement rue par rue, qui était positif, qui était vacciné. On s'est rendu compte que on a vu effectivement les plus grandes fragilités, dans le sens où la prévention, ce qu'il faut, c'est l'accès effectivement sur les plus fragiles. Et on a vu effectivement les départements où il y a eu le plus de morts, là où ils étaient moins vaccinés. Et effectivement, le principe, c'est d'aller vers. Et les données de santé nous permettent effectivement, si on le fait de manière industrielle, d'aller voir effectivement les populations les plus fragiles. C'est pour ça que je plaide effectivement, je dis, pour ce côté systémique et ce côté industriel. Comme il était rappelé effectivement, c'est pas très compliqué. Les vétérinaires le font bien effectivement pour les animaux. On ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas vis-à-vis des hommes. Dernière petite chose, moi je suis frappé par rapport... Et la prévention, pour moi, est la solution, dans le sens où on a un système de santé qui va mal, effectivement, comme il était rappelé, avec le vieillissement de la population, avec, heureusement, les thérapeutiques innovantes, mais on ne sait pas actuellement comment les financer, et avec, effectivement, les pathologies chroniques. Je vois que c'est le prochain sujet, qui 20% de la population, et ça augmente de 3% tous les ans, donc on ne pourra plus y faire face. Donc c'est pour ça que je crois à cette politique systémique. Dernière petite chose, la prévention, elle appartient à tout le monde, bien évidemment aux professionnels de santé, mais bien au-delà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit systémique et industrielle. Comme vous le savez, effectivement, notre problème par rapport à la prévention, c'est les déterminants de santé. Et les déterminants de santé vont bien au-delà de la médecine. Pour moi, c'est les déterminants de santé et les facteurs de risque. C'est comme ça qu'on aura une approche populationnelle. Concernant les déterminants, on change rarement de comportement. On fait des vœux en début de chaque année, mais ils sont souvent pieux. Et donc, quelque part, je crois qu'il faut changer l'environnement. Notre environnement, pour pousser effectivement la prévention. J'ai vu récemment dans un article qu'une des meilleures mesures pour la santé de la population avait été prise il y a 5 ans, et c'était le plan vélo. Dans le sens, effectivement, on obligeait, effectivement, on forçait indirectement les gens à faire de l'activité physique. C'est pour ça que bravo à vous de traiter ce sujet et d'accompagner. Et voilà. Donc pour moi, en résumé, la prévention, c'est un portage politique, des priorités, à aller bien au-delà, effectivement, des professionnels de santé et de le faire de manière systémique. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il aurait été évidemment impensable de parler de prévention sans parler des maladies chroniques. D'abord parce que, pour reprendre les distinctions de Marie-Josée, la prévention, ça concerne les maladies chroniques en termes primaires, pour éviter qu'une maladie arrive, en termes secondaires, pour éviter qu'elle s'aggrave, en termes tertiaires, pour éviter qu'il y ait éventuellement des rechutes, et surtout parce que les maladies chroniques, aujourd'hui, c'est 35% de la population. Il y a plus de 11 millions de Français qui sont actuellement en ALD, en affection de longue durée, et plus inquiétant encore, une augmentation constante de ces maladies en ALD. En 5 ans, par exemple, le nombre de diabète a augmenté de près de 450 000, le nombre de cas de maladies cardiovasculaires a augmenté de 540 000. Donc c'est un véritable problème de santé publique, pour lequel les pouvoirs publics semblent parfois démunis, ou en tout cas, même s'il y a la présence aujourd'hui d'un député, on voit bien qu'il y a une difficulté pour mettre en œuvre concrètement cette prévention, en particulier dans les maladies chroniques. Donc on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut éviter comment est-ce qu'on peut au mieux prendre en charge ces maladies. Et pour ça, je vais demander à 3 intervenants de nous rejoindre. Je vais demander à Anne Buisson, à Caroline Guyon et à Benjamin Goudouet de bien vouloir nous rejoindre sur cette table ronde, pour laquelle on va aborder les différents aspects. Je vous en prie, venez me rejoindre. Installez-vous là. Prenez place.
Merci, bonjour. Bonjour, Anne Buisson, on va commencer par vous. Vous êtes la directrice de la FACROD, qui est une association qui rassemble l'ensemble de ce qu'on appelle les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'estomac. C'est à peu près 200 000 patients. De l'intestin. De l'intestin, pardon. Je crois qu'il y a à peu près 200 000 personnes, c'est ça? 300 000. 300 000 aujourd'hui. Donc c'est une maladie ce sont des maladies de différentes formes, assez difficiles à prendre en charge. Vous avez vu que vous avez fait beaucoup de nombreuses actions, en tout cas en tant qu'association. Vous faites une permanence téléphonique, vous faites également des groupes de parole, vous faites également des ateliers en ligne. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu justement en quoi consistent ces ateliers en ligne et comment vous arrivez comme ça à embarquer, à sensibiliser tous les patients. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, parce que je pense que c'est vraiment très très important, ce que vous disiez tout à l'heure, là, juste au début, c'est une vérité. Mais c'est pas 11 millions, en fait, c'est plutôt 20 millions en fait, de patients chroniques. Donc ça, c'est vraiment très, très important d'imaginer que la prévention, c'est pas juste avant que la maladie arrive. La prévention, c'est aussi quand la maladie, effectivement, elle est là. Et quand elle est là, il y a aussi des choses à faire pour éviter qu'elle ne s'aggrave, qu'elle ne décompense, pour éviter que la personne, en fait, se sente seule, isolée, tous les jours de toute sa vie dans sa maladie. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Dans le cadre de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, 300 000 patients qui sont des patients jeunes, qui sont des maladies en fait, qui sont très impactantes dans le quotidien parce que pour tout un tas de raisons, elles entravent la vie personnelle, professionnelle. Et alors on a démontré au cours d'une enquête récente que cette maladie, elle entrave aussi le quotidien des patients au moment des rémissions de la maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les poussées de la maladie, c'est au moment des rémissions de la maladie, il y a une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des douleurs. Donc il y a une réalité en fait de l'impact de ces maladies dans le quotidien des patients. Et puis, dernière chose, il y a aujourd'hui un certain nombre de médicaments innovants pour ces maladies chroniques, pour certaines en tout cas. Ces médicaments n'arrivent pas à traiter tout le monde, ne sont pas efficaces chez tout le monde. Et il y a aussi urgence, quelque part, à imaginer la prévention donc, tertiaire, d'éviter qu'il y ait des rechutes de la maladie, malgré un traitement qui peut fonctionner. Et donc ça, c'est un enjeu aussi qui est super important dans le cadre de la prévention tertiaire. Dans ce cadre-là, c'est vrai que nous, en tant qu'association, la prévention tertiaire, c'est quelque chose qui, pour nous, en fait, sont des actions du quotidien. Comment faire en sorte que les patients puissent à la fois mieux gérer leur maladie, puis Gérard Thibault l'a très bien dit, c'est comment les patients aujourd'hui trouvent eux-mêmes la solution, parce qu'il faut augmenter l'efficacité des traitements, comment trouver la solution soi-même pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir finalement, en fait, l'objectif, c'est vivre sa vie pleinement dans un équilibre psychique et physique, même quand on est malade, c'est-à-dire rester en santé. Et donc, dans ce cadre, notre association se donne les moyens, finalement, de faire en sorte qu'on puisse accéder le plus possible à cette prévention tertiaire. Alors, évidemment, avec des actions complètement traditionnelles des associations de patients, mais aussi quelque chose que je trouve assez innovant pour le coup, parce que ça marche très bien et ça fonctionne très bien. Ce sont des ateliers en ligne, en effet, qui sont construits vraiment sur la base de l'éducation thérapeutique. Je rappelle que l'éducation thérapeutique du patient, c'est mobiliser les ressources du patient pour qu'il aille mieux. C'est pas le convaincre de prendre un traitement, c'est pas lui apprendre à prendre un traitement, c'est mobiliser ses propres ressources pour qu'il aille mieux. Et sur la base de l'éducation thérapeutique, une quarantaine de patients experts qui travaillent chez nous, qui sont donc formés à l'éducation thérapeutique, construisent et réalisent des ateliers en ligne. Et alors, on pourrait penser qu'il y a une fracture numérique, mais en fait, en réalité, on a beaucoup plus de patients dans les ateliers en ligne qu'à l'hôpital dans les sessions d'éducation thérapeutique. Et on se rend compte que, en fait, les besoins sont extrêmement nombreux. Et quand on les interroge eux-mêmes, ils ont des grandes idées sur quel type d'atelier ils voudraient réaliser. Et par exemple, récemment, on fait des ateliers par cycle, et notamment un cycle d'hypnose, a fait en 2 jours le plein. Il y a 200 inscrits en fait sur un cycle d'atelier hypnose. 200 inscrits, c'est pas mal. En fait, c'est plus que dans cette salle. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est dans une espèce de suivi et donc d'accompagnement qui leur permet finalement de réaliser des choses par eux-mêmes à la maison, dans le cadre d'auto-hypnose par exemple. Mais je pourrais vous parler aussi de l'activité physique adaptée. Je pourrais vous parler de cuisine, évidemment d'alimentation et de choses comme ça qui leur permettent vraiment d'aller mieux et de prévenir aussi quelque part la décompensation de la maladie. Ce que je voulais dire aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure du désir d'agir, et puis après je vous laisserai la parole,
Le désir d'agir, c'est bien, mais finalement, ce qu'on se rend compte réellement de l'innovation dans ce cadre d'accompagnement, l'innovation, c'est le patient expert. C'est réellement la personne médiatrice qui va donner finalement pas le désir d'agir. Nous, on donne les moyens, on donne le cadre, en fait, qui donne cette envie d'agir. C'est la mise en capacité d'agir et cette envie d'agir et de continuer à agir sur sa propre santé. Et ça, je crois que c'est vraiment redoutable d'efficacité. On travaille évidemment avec des professionnels et en collaboration avec des professionnels, mais je pense que le cadre le patient expert qui est le père qui va donner l'envie d'agir, me semble être, en tout cas, c'est pas me semble, c'est prouvé, et quelque chose qui, en fait, peut être réellement innovant dans le cadre de la prévention tertiaire. Mais justement, comment est-ce qu'ils se forment, ces patients experts? Parce qu'on en voit effectivement depuis quelques années, on en voit de plus en plus. Je crois même d'ailleurs que ça a bien franchi des portes de diversité. Très concrètement, dans votre association, comment vous les formez ou comment eux-mêmes se forment? Tout à fait. Enfin, nous, notre cadre, il est très simple. Hein. Les patients experts, en fait, ce qui les relie, c'est une formation à l'éducation thérapeutique de 40 heures, c'est-à-dire la formation classique. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ces patients engagés, ces patients experts engagés au sein de l'association, puissent continuer à travailler. Non seulement ils ont cette formation, mais en plus, on s'est rendu compte que l'engagement renouvelé était aussi beaucoup lié à essayer de continuer à augmenter les compétences. Donc, on propose aussi d'autres types de formations, comme par exemple des formations de médecine narrative, des formations d'entretien motivationnel, parce que ça peut être assez important aussi pour donner l'envie d'agir. Et donc, je sais qu'il y a un monde assez hétérogène des formations de patients partenaires, de patients experts. Là, nous, on est quand même assez strict sur les formations qui sont des formations classiques d'éducation thérapeutique de 40 heures. Alors, on a vu un petit peu dans la table ronde précédente, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la prévention, évidemment des professionnels de santé, il y a également les usagers, évidemment, mais il y a également les institutionnels et les industries de santé. Il faut savoir, vous, au sein de votre association, comment vous concevez les relations, d'un côté avec les institutionnels, on va dire les officiels, mais également avec les industries de santé. Parce que c'est un sujet qui est parfois un petit peu délicat. Alors, en fait, nous, on donne le cadre, on donne les moyens, mais il faut quand même soutenir ces moyens, vous voyez. Donc, de ce point de vue-là, on fait pas mal de dossiers, d'appels à projets, notamment auprès de laboratoires, de fondations. Mais aussi, on répond à des appels à projets d'institutionnels. Et on se rend compte que finalement, tout ça cohabite très très bien en termes de soutien financier, notamment, sur ces programmes, notamment puisque on fait tous les ateliers sont prodigués à travers une plateforme qui s'appelle Mickey Connect et qui est aussi bien soutenue, en tout cas ces ateliers, par la DGS, le ministère de la Santé, que des industriels. Donc il y a moyen, je pense, de pouvoir faire des partenariats publics-privés qui permettent de soutenir et de donner les moyens à la prévention. Écoutez, merci beaucoup. On va voir après si effectivement les choses vont s'améliorer ou pas. Caroline Guyot, bonjour. Vous êtes directrice citoyenne du Health Data Hub. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, je vous rappelle que c'est le Health Data Hub. C'est une structure qui rassemble 56 organismes d'horizons très différents. Il y a le CNRS, il y a la CNAM, il y a la Haute Autorité de Santé, il y a la France Asso Santé évidemment. Et le rôle du Health Data Hub, c'est de favoriser l'utilisation des données de santé pour améliorer l'ensemble du système. Alors, lorsqu'on a préparé ensemble cet entretien, vous m'avez parlé d'un exemple que je trouve très intéressant, qui est la CAP-SUD, qui est utilisée par les diabétiques. Je peux vous expliquer un petit peu justement en quoi ça consiste, en quoi c'est de la prévention, et en quoi ça participe à la prise en charge des maladies chroniques. Oui, alors pour ça, par contre, je vais utiliser une casquette différente, pas celle de directrice citoyenne du Health Data Hub, mais celle d'ancienne, en tout cas, membre de la Fédération française des diabétiques. D'ailleurs, ça me permet de resaluer Jean-François Thébault, ici de la Fédération, donc en tant que vice-président. Et je vais parler d'un dispositif dont nous venons de parler. Et c'est vrai que quand on m'a parlé de cette question prévention, comment susciter le désir, évidemment, j'ai pu forcément que penser à ce dispositif-là. En fait, dans la vie d'une personne diabétique, enfin pour une grande partie d'entre elles, il y a quand même un acte qui est assez contraignant et assez délicat d'ailleurs publiquement, c'est que pour finalement se surveiller, il faut se piquer le bout du doigt plusieurs fois par jour pour recueillir la goutte de sang et avoir finalement la mesure de sa glycémie. Et c'est à partir de là aussi que vous faites évoluer votre traitement au fil de la journée. Traitement qui soit médicamenteux ou non médicamenteux, en tout cas ça vous permet d'avoir un état de votre situation.
Et puis, il y a un dispositif qui est arrivé sur le marché qui, en fait, est assez innovant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous avez, je vais aller assez vite dans ce que c'est quand même, il y a quand même des nuances à mettre, une capsule sur le bras, vous avez votre téléphone portable, vous aviez votre téléphone portable et vous scanniez. Aujourd'hui, a priori, il y a eu encore une évolution et vous obteniez votre mesure de la glycémie. Ça, déjà, c'est un premier point qui dit, effectivement, de par l'outil, on voit bien qu'on peut donner une meilleure envie de suivre son diabète, parce que vous n'avez plus la contrainte sociale qui est donc, comme je le disais, de se piquer le bout du doigt et de recueillir la goutte de sang, qui n'est pas socialement encore aujourd'hui totalement acceptée, qui est que vous allez être éventuellement, et c'était ça l'argument de départ presque, pas l'argument pour lequel ce dispositif a été constitué, mais comment les gens l'ont perçu, comme « tant mieux, ça va être plus discret pour moi ». Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, quand j'étais donc à la Fédération des diabétiques, on a fait une étude sur les usages, comment les personnes s'approprient ce dispositif médical. Et là est apparu en fait quelque chose à laquelle finalement on ne s'attendait absolument pas. C'est qu'alors que ce dispositif pouvait rendre la maladie plus discrète, au contraire, certaines personnes se l'ont appropriée pour la rendre moins discrète. C'est-à-dire que quand on regardait ce qui se passait sur les réseaux sociaux, il y avait presque, c'est presque iconographiquement d'ailleurs assez intéressant, la photo du bras quand on se scanne. Et plus que ça, associé à ça, il y avait les photos des repas, il y avait les photos de ses graphiques de sa glycémie, etc. Bref, une exposition de soi. Et ça va même encore un cran au-dessus. Avec ces réseaux sociaux, c'est une communauté qui s'est constituée de gens qui pouvaient se reconnaître. Il n'y a même plus à lever le doigt. De par les photos, on voit qui on est. Et on est fiers, cette fois-ci, d'être une personne diabétique. Et on voit bien, alors c'est pas pour faire la promotion de ce dispositif, alors là, pas du tout, c'est loin de là l'objet de mon propos, je voudrais juste le restructurer sur, il est intéressant non pas seulement de regarder ce que l'outil fait aux personnes, et là en l'occurrence les personnes diabétiques, c'est hyper intéressant de regarder ce que les personnes font de ces outils. Et on voit bien qu'évidemment, elles le travaillent elles-mêmes dans le sens de créer du désir. Et pourquoi ? Bien pour que ce soit, finalement, ça devienne cette maladie un véritable projet de vie, qu'on en soit fier et qu'on arrête de s'en cacher. Et donc je trouve que c'est un beau révélateur du sujet, en tout cas, qui nous concerne aujourd'hui. Moi je trouve aussi, puis maintenant vous allez reprendre votre casquette de Health Data Hub. C'est la deuxième casquette, après il y aura une troisième de toute façon. Mais justement, en quoi est-ce que le Health Data Hub peut favoriser, en utilisant mieux les données de santé, une prévention à l'échelon national, que ce soit prévention primaire ou secondaire ? Comment vous concevez-vous l'utilisation au mieux de ces données de santé ? Alors, il y a des exemples qui ont été donnés précédemment avec donc, ce qui s'est passé pour le Covid, etc. Je pourrais prendre un autre exemple, qui d'ailleurs permettra d'expliquer peut-être pour ceux qui ne connaissent pas spécifiquement le Health Data Hub, ce que l'on fait, à quoi ça sert. Donc, structure publique. Je vais parler par exemple du projet Hydro, un projet d'intelligence artificielle. Ne me demandez pas spécifiquement ce qu'est l'intelligence artificielle, ça deviendrait un peu trop compliqué pour moi et je vais franchement vulgariser le propos. Mais pour ce que j'en ai compris, on va... Finalement, ce projet Hydro, il vise notamment à anticiper, prédire les risques d'insuffisance cardiaque et donc prédire, anticiper les risques finalement d'hospitalisation. Et ça, ce que j'en ai compris, c'est qu'on ne pouvait pas le faire, on ne peut pas le faire finalement suffisamment. Un professionnel de santé pourrait le faire, mais c'est hyper mobilisant. Quand vous avez des données, là, effectivement, vous allez constituer un algorithme qui va vous permettre de prédire, et ça, sans les données, on ne pourrait pas le faire. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Pour ce qui est de ce projet-là en particulier, on va en fait chaîner les données des implants cardiaques, type pacemaker, à des données de l'assurance maladie, en l'occurrence d'hospitalisation, de remboursement de soins, etc. Et c'est de par la combinaison de ces données que vous allez donc accumuler un ensemble de données, ce mot-là est important, un ensemble de données, qui permet donc de créer un algorithme qui, lui, va aider le médecin en particulier à faire, finalement, avoir un système d'alerte pour faire la prévention qui va bien, qui ne pourrait pas faire seulement individuellement, mais qui va faire donc collectivement. Pourquoi est-ce que je vous détaille ce point en dehors du fait de dire que le Health Data Hub sert à quelque chose ? C'est aussi pour rappeler finalement qu'il y a évidemment un intérêt à mettre ensemble les données. Et là, nous, on a un enjeu particulier qui est d'expliquer aux personnes que ces données sont utiles pour faire de la prévention. Et j'en reviens à ce qui a été mentionné tout à l'heure, par exemple, sur Mon Espace Santé. Sur Mon Espace Santé, on parle aujourd'hui de prévention. Il y a des messages de communication qui sont faits, messages de communication notamment portés par l'assurance maladie. Mais ce que je trouve peut-être regrettable, et là je prends plutôt une casquette de citoyenne, c'est qu'il n'y ait pas en fait d'information qui est faite sur l'utilisation des données de santé. Or, ça participe en fait de cet effort de prévention, etc. Et cette sensibilisation, elle est absolument, à mon avis, essentielle. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire évoluer, on en parlait
il y a eu l'exemple tout à l'heure de l'écologie, du meilleur plan prévention, c'est le vélo. C'est exactement la même chose. Le Mon Espace Santé, c'est très bien pour la personne elle-même, au plan individuel, mais en fait, on pourrait aussi utiliser cet outil pour expliquer en quoi les données de santé à des fins de recherche, alors qu'on les a dans l'écosystème, ça va être l'utilisation secondaire des données de santé. C'est sûr que là, ça ne fait pas l'objet d'un désir. Il va falloir trouver des noms plus adaptés, type seconde vie des données, etc. En tout cas, ce que je veux dire par là comme message principal, c'est qu'on peut déjà utiliser des outils aujourd'hui existants qui, certes, ne sont pas dédiés à ça prioritairement, mais en fait une forme de catachèse qui utilise l'outil pour en faire autre chose. Cette autre chose, c'est de la communication sur les données de santé et leur utilité, et qui en fait va permettre de bénéficier à tous. Ben, vous m'avez fait quasiment ma transition sur ma troisième question, parce que vous êtes également sociologue. Et donc, je voudrais vous expliquer un petit peu ce qu'on avait parlé en amont, votre regard de sociologue sur les prises de risques individuelles ou collectives, notamment avec le parallèle que vous avez fait avec l'écologie, entre la santé et l'écologie. Pour expliquer un petit peu la sociologue que vous êtes, voir comment est-ce qu'on peut embarquer des gens de l'individuel au collectif, ou plus difficilement. Alors, je pense que par rapport à donc je vais expliquer un petit peu comment je vois le cheminement, mais il faut le faire assez vite, donc c'est pas complètement simple, mais disons qu'il y a deux messages. Je pense qu'on a intérêt, et ça a déjà été dit dans les interventions précédentes, on a intérêt à ne pas se fermer sur le secteur de la santé. Je crois qu'il faut aller s'ouvrir vers d'autres personnes, aller les rencontrer. Je ne suis pas sûre en fait qu'on fasse véritablement cet effort. Il peut être d'ailleurs assez douloureux parce qu'on ne parle pas tous le même langage, mais il faut aller le faire. Et du côté évidemment de ceux qui luttent contre la crise écologique, en fait, ils auraient certainement beaucoup de choses à nous apporter, et on aurait à s'apporter parce qu'ils ont à répondre à la même question. La crise écologique, c'est toujours cette histoire du danger qui est loin de moi. Et puis vous avez deux catégories de personnes. Enfin, si on retire, il y en aurait une troisième, c'est les climato-sceptiques. Mais admettons, sinon vous avez ceux qui sont plutôt insouciants en fait de ce qui se passe, ou ceux qui au contraire sont pas insouciants, mais se disent bon de toute façon perdu pour perdu. C'est trop, le fameux c'est trop tard. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ils travaillent aussi, ils se questionnent sur comment mieux informer, comment acculturer, comment pousser à l'action. La question qui les anime tous, c'est celle-ci. C'est comment faire en sorte qu'il y ait du désir, parce que le désir, c'est le moteur de l'action. Et donc, comment collectivement, on peut construire ça. D'ailleurs, en fait, il y a même une intervention récente d'une personne que j'ai entendue et que je vais vous reciter un tout petit peu ici, que je trouve extrêmement intéressante. Elle est partie même assez loin, parce qu'elle est repartie à Grèce antique. Et en disant, dans la Grèce antique, il y avait des valeurs qui étaient celles, en fait, qui existaient à ce moment-là, de la sobriété et de la modération. Et puis, évidemment, la société a évolué et aujourd'hui, on est plus sur une autre valeur fondamentale qui est celle de la consommation. Et dans la consommation, vous avez un peu deux choses. Il y a la consommation pour se distinguer des autres, pour se démarquer. Puis il y a la consommation aussi pour avoir plus, toujours avoir plus. Et elle expliquait finalement comment on peut faire évoluer cette nouvelle valeur aujourd'hui dans la société. Je rappelle juste, cette valeur, c'est celle qui nous concerne tous, quels que soient les champs, l'écologie, la santé, le machin, c'est en fait ce qui nous fait, nous, aujourd'hui. Et là, elle explique un truc. Alors, évidemment, dit comme ça ne fait pas très opérationnel. Elle explique qu'il faut transformer ce système de valeurs et avoir des valeurs plus... et aller vers le sens qui serait le nôtre d'aujourd'hui. Donc là, pour notre sujet, serait de la prévention. Mais finalement, elle a fini par décliner par un autre point important, qui est celui, si on veut véritablement faire évoluer ces valeurs collectivement, il faut faire en sorte que ça devienne aujourd'hui un projet de vie. Donc que la question de l'écologie devienne un projet de vie. Et moi, j'en fais vraiment l'analogie avec notre principe de prévention et de santé. Il faut que ce soit un projet de vie. Et la seule fois, je ne voudrais pas être désobligeante vis-à-vis des autres acteurs, mais la seule fois où j'ai vraiment entendu et vraiment compris ce que signifiait projet de vie, c'est lorsque j'étais dans le monde associatif, notamment, parce qu'à ce moment-là, c'était aussi avec Gérard Raymond, et où ça lui tenait extrêmement à cœur, et où finalement, j'ai compris ce que ça signifiait. Et ça rebondit, j'espère que vous m'avez suivi, avec le premier propos de départ sur le dispositif médical, ce qui rebondit aussi avec ce que j'ai dit précédemment. Il faut que ça puisse, ce n'est plus seulement prévenir pour la vaccination, juste pour ce point-là, qui nous paraît tellement loin pour certaines personnes, c'est construire sa vie, son projet de vie autour de ça. Voilà. C'est bien, vous l'avez bien résumé quand même, vous êtes bien débrouillé. Merci. Benjamin Grandouet, bonjour. Vous êtes directeur du Centre régional de dépistage des cancers en Nouvelle-Aquitaine. Première question tout simple, est-ce que vous nous expliquez un petit peu en quoi consiste ce centre régional et comment est-ce qu'il fonctionne? Alors ce centre régional, bonsoir déjà. Merci Anne de nous avoir invités. Déjà, ce centre régional, il a été construit parce que le cancer, c'est la première cause de mortalité. Avec 157 000 décès chaque année, c'est une grande cause nationale.
Et pour nous, au Centre régional, qui est une association, ce n'est pas un choix, c'est un devoir d'engagement autour de cet enjeu, qui est un enjeu pour la vie, puisque la projection quand même des nouveaux cas de cancer sur l'année 2023, elle est aux alentours de 433 000 nouveaux cas. Le nombre de cancers, on l'a vu, augmente car il est dû à une large mesure à une évolution démographique, vieillissement de la population, accroissement de la population, et également augmentation du risque, on en a parlé, de nos comportements. Et puis le cancer, c'est aussi la première dépense de l'assurance maladie remboursée, monsieur le député l'a évoqué, avec 22 milliards. Et donc, ce constat nous amène à un défi, celui de répondre à cet effet ciseau de l'augmentation du nombre de personnes atteintes d'un cancer et l'augmentation de la dépense par rapport à ce fléau. Et donc, c'est un défi de soutenabilité économique du système de santé qui est en jeu. Si on ajoute la tension démographique et puis l'équilibre des territoires pour l'accès aux soins, cette situation appelle à bien des égards, vous en conviendrez, à interroger nos dispositifs. Et donc, les centres régionaux de coordination de dépistage ont été organisés pour justement réinterroger ces dispositifs. Et donc, au-delà de ce constat un petit peu alarmant, un peu noir, ce centre, pour moi, c'est une source d'espoir, parce que c'est un espace de coopération entre différents acteurs, professionnels de santé, acteurs associatifs, afin d'essayer de faire converger notre regard sur l'analyse des forces et des faiblesses d'un territoire, et puis d'engager ensemble des actions. Je voudrais juste rappeler également dans nos enjeux, c'est que la moitié des cancers pourraient être évités grâce au changement de comportement. Il faut le dire. D'où la prévention. La prévention primaire. Tabac, alcool, alimentation déséquilibrée, sédentarité. Ce sont 170 000 nouveaux cas de cancer qui sont évitables chaque année. Au niveau du CRCDC, on travaille un peu plus sur la prévention secondaire que sur la prévention primaire. Et on part du principe que prévenir, c'est savoir pour pouvoir agir sur sa santé. Alors je porte un petit pins rose parce que je suis en train, avec ma directrice de la communication, de lancer des conférences de presse sur Octobre Rose. Et par exemple, sur le dépistage du cancer du sein, on observe que 99% de survie à 5 ans, contre seulement 26% si on fait un diagnostic à un stade précoce. Et donc ça montre que le dépistage est un enjeu de santé publique pour permettre non seulement de soutenir notre système de santé, qui marche sur 2 jambes, le curatif et le préventif, et puis également sauver des vies. Et donc le centre régional, il a été constitué dans une fusion de l'ensemble des structures départementales. Donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a 12 départements pour réinventer collectivement le modèle sur la gouvernance, d'une part, avec une organisation qui était en tuyau d'orgue. Il y a énormément d'acteurs, ce qui fait une grande richesse, mais il faut les coordonner. Donc le centre est là pour essayer d'animer la coordination, diagnostics territoriaux, démarches opérationnelles, je vais y revenir, conduite sur la question du aller vers, qui fait quoi? Tout le monde faisait tout. Maintenant, on essaie de séparer les forces sur le terrain. On est en pleine Coupe du Monde de rugby. L'idée, c'est de faire en sorte d'être chacun à une place du terrain. C'est élargir également les acteurs de la prévention. On a milité au sein du centre régional pour que les pharmaciens soient autorisés à délivrer des tests colorectaux. C'est ce qu'ils font depuis le 1er avril 2022. Alors justement, je voudrais qu'on parle justement de ce programme que vous avez lancé. Je vais juste terminer, je viendrai sur les exemples si vous me permettez. C'est la gouvernance, l'approche scientifique, de passer d'une animation de santé publique à des actions de santé publique évaluables. Monsieur le député l'a dit, il faut évaluer. Il faut maintenant conditionner les ressources qui sont fléchées à une évaluation probante. La formation initiale, on a intégré dans les 3 facultés de médecine de Nouvelle-Aquitaine l'obligation de mettre des unités d'enseignement validantes sur la prévention et le dépistage des cancers, ce qui n'existait pas. Alors il y avait, oui, vous l'avez dit, ou peut-être, je ne sais pas s'il m'écoute, donc je vais parler doucement, en fait, dans les enseignements des facultés de médecine ou des IFSI, il y avait des informations qui étaient faites sur la question de la prévention des santé. Aujourd'hui, ça devient une unité validante, c'est-à-dire que sans le passage dans cette unité, l'année n'est pas validée. Et enfin, dernier point, gouvernance, approche scientifique nouvelle, formation, innovation. On l'a évoqué avec les pop-up Amélie, et nous, on est en train d'engager également des actions autour de tout ce qui est dématérialisation des outils. Puis pour revenir, puisque vous m'interrogiez sur la question des pharmaciens ou de la façon de coordonner, très concrètement, aujourd'hui, ce que l'on produit dans la coordination des acteurs de santé en prévention produit ses premiers résultats.
très favorable, très encourageant. Par exemple, dans un établissement, je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est un établissement pour personnes en situation de handicap à l'ADAPI, dans les Landes, où la moitié, ces personnes en situation de handicap sont pour la plupart non dépistées. On va dans cet établissement, on fait un diagnostic. Sur le dépistage du cancer du sein, on n'avait que 42% des personnes qui étaient dépistées. Sur le dépistage colorectal, c'était 15%. Et sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'était 27%. On est passé de 42 à 90. On est passé de 15 à 36 sur le colorectal et de 27 à 66. Donc ça montre que quand on change la façon d'aborder ce sujet, on réussit à sauver des vies. Et puis le deuxième exemple et dernier exemple, on a été aussi dans une volonté d'être un peu disruptif dans la façon dont les professionnels de santé accompagnent cette prévention au dépistage des cancers. Et donc on a pris la décision avec l'Agence régionale de santé de déroger aux autorisations qu'ont les infirmières de délivrer des tests colorectaux. Et on est passé de 0 test qui était fait dans une équipe d'infirmières, elles étaient 3, à 68% de taux de traduction. Donc c'est ça aujourd'hui la prévention qu'on essaie de réinventer au sein du centre régional. Ça consiste en fait à ce fameux dernier kilomètre, c'est-à-dire d'aller vers les gens ou d'attendre qu'ils se déplacent sur le truc de santé. C'est-à-dire qu'il faut effectivement faire cet effort d'abord institutionnel de trouver d'autres formes de coopération. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'il faut que l'ARS elle-même dise oui. On voit bien à quel point justement tous les acteurs sont impliqués, y compris les acteurs institutionnels. Ça demande effectivement de la bonne volonté de tous les professionnels de santé. C'est pour ça qu'il faut embarquer tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette innovation le 1er septembre 2021. On a lancé en fait une grande réunion régionale avec l'ensemble des CHU, l'INSERM, le CNRS, toutes les associations. On était près d'une centaine réunis pour faire un diagnostic, c'est qu'on était mauvais. Et de ce diagnostic, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et ça voulait dire que chacun détenait une part individuelle à la réussite du collectif. Et il fallait que chacun aussi accepte de se réinventer et de se remettre, je dirais, en question dans son fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on a dessiné ce qu'on a appelé un plan régional de prévention des cancers, où chacun est venu contribuer par sa capacité, par son expertise, à essayer de faire en sorte de réinventer la façon dont on faisait du dépistage. Et donc c'est ce que vous avez évoqué, c'est la question du aller vers. L'idée, c'est d'aller vers les publics les plus vulnérables, d'aller aussi adapter la façon de communiquer avec ces publics. Je pensais aux personnes en situation de handicap, et puis d'essayer aussi d'augmenter le nombre d'ambassadeurs, faire en sorte que tout le monde soit formé avec les bons éléments de langage autour de ces enjeux. Alors là, on a eu 3 beaux exemples d'initiatives qui marchent, mais il faut être aussi un peu réaliste. La prévention en France, c'est qu'elle demeure quand même un parent pauvre de notre système de santé, alors qu'on a eu des plans qui ont été lancés. Comment vous expliquez cette réticence ou cette difficulté globale à mener des actions de prévention sur le long terme? On met de côté le fait qu'effectivement, sur le plan politique, c'est pas rentable, mais de façon générale, oublions de politique. Pour ce qui est des associations, des acteurs de santé, comment chacun d'entre vous expliquez ces difficultés à embarquer tout le monde? Il n'y a pas de réponse simple, mais on voit bien qu'en France, on a un problème quasiment culturel autour de ça. Je pense que déjà, c'est vrai que l'idée d'investir le parcours de vie, à mon avis, c'est-à-dire qu'il faut sortir la prévention du champ de la santé, c'est une évidence. Et je pense qu'il faut qu'elle soit dans le champ du médico-social. Enfin, il faut vraiment qu'elle soit vraiment dans le cadre du parcours de vie des gens, en tout cas dans le cadre des maladies chroniques. Moi, je me situe là essentiellement. Il y a quand même aussi un autre aspect, c'est que je pense que la prévention, c'est à la fois... oui, effectivement, ce sont à la fois des changements de comportement individuels, et puis c'est aussi des politiques collectives, en fait. Et il y a aussi beaucoup d'injonctions contradictoires dans le cadre de la prévention. On sait, par exemple, qu'il y a pas mal de lobbying, il y a beaucoup de déni de la part des populations, mais il y a aussi beaucoup d'influence, en fait, de la part de certains lobbying. En fait, là, dernièrement, notamment sur la campagne sur l'alcool, c'est qu'il y avait un peu chou blanc. Elle n'a pas fait chou blanc, elle a carrément été supprimée. Elle a fait blanc, quoi. et donc, en fait, je pense qu'il y a aussi des injonctions contradictoires. Donc, je pense qu'il faut être fort. Alors, est-ce que ça veut dire des mesures de coercition? Des fois, en fait, des mesures de coercition, ça peut fonctionner. Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus harmonieux quand même dans ce qu'on souhaite. Moi, j'aime bien l'idée en fait du projet de vie parce que ça concerne tout un chacun, parce que en fait, ça doit vraiment arriver dans nos vies, quoi. Comme quand effectivement on était au tri sélectif, quoi. Où finalement c'est quelque chose dont on a pris conscience, et ce sont maintenant des gestes que l'on fait
tout le temps, enfin quasiment. Donc je pense qu'il y a une réalité à effectivement s'inspirer du monde de l'environnement. Ouais. Vos réponses à vous, Benjamin et Caroline. Je ne demande pas de réponse simple, hein, mais au moins... Je vais faire même rapide. Je vais juste te dire que j'abonde dans ton sens et je m'arrêterai là, parce que je suis absolument d'accord avec toi. Alors moi, j'abonde et puis je vais mettre une pierre complémentaire sur deux aspects, un aspect collectif et un aspect individuel. On voit poindre de plus en plus d'un point de vue individuel la question du bon risque et du mauvais risque. Et avec la problématique de soutenabilité du système de santé français, il faut avoir à l'esprit le fait que le monde assurantiel est en train de réfléchir justement à venir déterminer par rapport au comportement individuel, dans l'hypothèse où on est acteur de risque, hein, à venir en fait pénaliser la personne. Donc ça, c'est un échange qui est en train de bruisser un petit peu. Et après, moi, la réflexion que je me fais d'un point de vue collectif, elle est de deux ordres. C'est que la santé publique en matière de cancer, de dépistage des cancers, était très contemplative, c'est-à-dire qu'on examinait des données épidémiologiques, mais quand il s'agissait de faire de la recherche interventionnelle, c'était très complexe. Et on avait très peu de littérature scientifique autour de ces enjeux. Et donc on est en train aujourd'hui de changer totalement notre regard autour de ce sujet. Et puis je pense aussi qu'il manque surtout un pilotage coordonné du sujet. Au niveau national, quelle est la structure qui pilote la santé publique ? Il y a énormément d'acteurs. Il y a Santé publique France qui fait de la donnée. On a l'INCa qui fait de l'expertise pour ce qui me concerne, la DGS qui fait de la régulation. Mais qui coordonne l'ensemble des acteurs ? Qui transcende la question du sanitaire et du médico-social ? Les ARS étaient faites pour justement essayer de transcender l'ensemble. Et donc je pense que la question de la prévention aujourd'hui, elle est inscrite au frontispice du ministère de la Santé. C'est une bonne chose. Mais derrière, en fait, la question de son pilotage global et qui transpartisan et transinstitutionnel et transsecteur doit être aujourd'hui stabilisé, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un sujet, on l'a vu, qui est protéiforme. Ça va de la prévention primaire, vous l'avez dit dans votre introduction, jusqu'à la prévention tertiaire. Et puis, il y a une multitude d'acteurs sur une multitude de sujets. Et je rebondirai sur ce que vous disiez, madame, point sur lequel je souscris, c'est que je pense que la prévention en santé, c'est l'écologie il y a 15-20 ans. C'est-à-dire que quand il y avait une politique publique, il fallait mettre un petit coup de stabilo vert sur le dossier en disant « Tiens, mince, on a oublié ». Aujourd'hui, c'est un invariant. C'est-à-dire que si on ne met pas de l'écologie, si on n'a pas une approche écologique, environnementale, de façon générale, sur un sujet, sur une politique publique, de quelque nature qu'elle soit, peut-être sauf le maintien de l'ordre et la défense, mais sinon on est sur ce sujet-là, c'est des sujets qui ne reçoivent pas d'accueil. La prévention, à mon avis, va dans cette dimension, et c'est pour ça que je terminerai juste mon propos sur le One Health et le Global Health, qui sont pour moi en fait non pas simplement des concepts, mais qui sont des enjeux de santé publique. Et en qualité de président de la commission prévention à la CRSA, c'est ce qu'on porte aujourd'hui. Et au niveau de la CNS, puisque je suis représentant à la CNS, c'est ce que je porte pour essayer de créer une feuille de route autour de cet enjeu, pour faire en sorte d'avoir un enjeu interministériel autour de cet enjeu de santé publique. En fait, effectivement, il y a plein d'échelons différents de décisionnels en France. Il y en a même une multitude, mais on a au moins 3 qui sont particulièrement importants. Il y a l'État, les régions, et au niveau communal, on va dire même communauté de communes. Dans le domaine de la prévention pour les maladies chroniques, comment est-ce que chacun d'entre vous, vous imagineriez le rôle respectif éventuellement de chacun de ces 3 centres de décision, puisqu'en fait, parfois, elles se mêlent, mais on voit bien que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, sauf qu'on soit au niveau de l'État, d'une région, parce que l'ARS, en principe, a un certain pouvoir de décision, ou au moins pouvoir financier, et au niveau du territoire de vie ou du bassin de population, qui est encore plus étroit. On voit bien qu'il y a effectivement beaucoup d'échelons, mais est-ce que vous imagineriez que pour tel type de prévention, il faudrait mieux passer par tel type d'organisation institutionnelle ? Vous avez le temps de réfléchir, je sais. Vous avez 2 heures, vous reviendrez quand vous aurez la question. Non, mais c'est parce que c'est une question qu'on se pose à chaque fois. On dit qu'il y a plein d'échelons, il y a une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de possibilités d'action, et souvent, ça s'imbrique un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y aurait un exemple qui viendrait à l'esprit en disant, tiens, ce truc-là, on pourrait le faire plutôt avec tel échelon ou avec tel autre ? Mais on a des injonctions contradictoires. Tous les outils de pilotage de la démocratie sanitaire, ils existent. On a les CTS, on a les CRSA, on peut rentrer dans les CPTS, on a les contrats locaux de santé. Tous les échelons démocratiques de santé, ils existent. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les fait vivre ? Aujourd'hui, on valide un PRS santé
en ayant eu le PRS santé, donc le plan régional de santé, à l'été, pour le valider en septembre. Le schéma national de santé doit être validé alors que les PRS ne sont pas validés en région. Voilà, donc c'est cette articulation, quand je parle de coordination et de pilotage, en fait, je pense que là où le bas blesse, c'est justement de faire en sorte de faire vivre cette démocratie en santé. Et quand on a eu le Conseil national de la refondation qui a été sur tous les territoires nationaux, ce qui est ressorti, ce n'est pas une demande de moyens. Il y a des problématiques de moyens, d'accès aux soins, ça c'est la première problématique. Le premier des besoins, c'est l'accès. Mais ce qui a été sollicité par les professionnels de santé, c'est de la coordination. Et c'est du laisser faire, de laisser faire des initiatives. Et c'est ça, je crois, aujourd'hui, l'enjeu sur lequel on doit faire vivre nos organisations. Après, on a des structures qui sont les agences régionales de santé qui doivent faire justement vivre ces éléments. Et je dirais, ces va-et-vient entre l'échelon territorial et l'échelon national pour faire évoluer nos enjeux de santé publique doivent passer par cette courroie de transmission. Caroline, une réponse également ? Oui, mais je préfère préciser encore une fois, ça va être plutôt une réponse de citoyenne. Et je risque d'être assez désagréable vis-à-vis de plusieurs acteurs. Mais moi, ce que j'ai pu constater encore récemment, c'est qu'une façon, en tout cas, c'est une seule, il y a plein de façons de faire de la meilleure prévention, blablabla, on en a parlé, etc. Mais quand même, je suis extrêmement surprise de manque de coordination, c'est peut-être pas le bon mot, de travail ensemble de l'ensemble des institutions et notamment structures publiques. Et on met une couche complémentaire de cette façon également de penser pour le citoyen, à qui, parfois, je trouve, on va lui exposer seulement une partie des choses parce que peut-être qu'en fait, on ne va pas tout lui dire parce que c'est trop compliqué, on le fera qu'après. Alors que moi, je pense qu'il faut plutôt prendre à l'envers, c'est-à-dire prendre, en fait, l'exploitation secondaire des données de santé, le système national des données de santé. J'en sais quelque chose, que c'est compliqué. Quand je suis arrivée au Health Data, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en plus, d'ailleurs, on n'arrête pas de me le répéter, c'est compliqué, tu n'y arriveras pas, tu ne comprendras pas le sujet. En fait, si, on peut le comprendre, et ce n'est pas parce que c'est compliqué et complexe qu'on ne peut pas. Donc, ce que je veux dire par là, le vrai message, c'est que je constate quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs, et ça c'est tant mieux, qui quand même, et notamment dans les structures publiques, font l'effort de communication, parce que ça fait partie de leur mission très généralement, mais que ces efforts de communication ne sont pas suffisamment pensées ensemble. Parce que souvent, elles sont pensées pour un outil ou pour un type particulier. Je pense à la prévention, vaccination. Je pense à faire de la prévention dans le cadre de mon espace santé. Je pense, et si on pouvait, ça peut paraître un lieu commun, mais seulement juste se mettre ensemble, se coordonner ensemble et discuter ensemble, ce serait franchement formidable. Je le répète, c'est un propos de citoyenne et non pas de représentante de cette structure publique. On va prendre des questions de la salle, mais bien sûr, on est tout à fait d'accord, mais on pourrait imaginer aussi qu'il faudrait mieux articuler les médecins généralistes et les spécialistes, les médecins et les non-médecins, les institutions, les associations. Évidemment qu'il faudrait mieux que tout le monde se parle. On voit bien que c'est un peu plus difficile dans la réalité. On en est tous d'accord. C'est maintenant, si vous avez quelques questions de la salle, profitez-en, avant que je laisse la place à la keynote suivante. Oui, je vois une main qui se lève ici, je crois que c'est Guillaume. On ne voit pas très bien, en fait, à côté. Merci pour ces propos très éclairants. Une question pour notre ami directeur du CRCDC. Quand allez-vous coordonner les CRCDC entre eux ? On parle de données. À votre gauche, vous avez une personne qui est en charge des données de santé. Aujourd'hui, moi, je suis pharmacien à Épernay. J'ai des gens qui viennent donc, dans le Grand Est. J'ai des gens qui viennent de la région Hauts-de-France. J'ai une procédure différente pour les gens qui viennent des Hauts-de-France et pour les gens qui viennent du Grand Est. Et vous appelez tous CRCDC, mais vous avez tous des systèmes d'information différents, vous avez tous des procédures différentes. Et derrière, comment on peut bien travailler si, à un moment, il y a une guerre des clochers, même au sein de même organisation ? Alors, il n'y a pas de guerre des clochers entre les CRCDC. Il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question du pilotage, c'est-à-dire le pilotage du système d'information. Le choix aurait pu être celui, moi je ne suis pas en responsabilité, mais de l'État de choisir le système d'information qui allait être mis en place. Le prochain arrêté ministériel qui est en train d'être discuté actuellement prévoit une harmonisation des systèmes d'information
par CRCDC. Nous, sur notre CRCDC, on a été la première région, on a essuyé les plâtres, à passer par le même système d'information uniformisé. Ce système va être en capacité de dialoguer avec les autres. Il faut que les autres CRCDC s'engagent dans la même démarche. Ce qui aurait été plus simple, là si je prends une vision un peu plus macro, c'est de faire un appel d'offres national, de définir un cahier des charges national et de définir un axe commun pour avancer et d'y associer naturellement les professionnels de santé pour favoriser des interfaces. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on fonctionne avec ce qu'on appelle des mamolux, c'est-à-dire qu'on fonctionne à l'ancienne. Quand je suis arrivé au CRCDC, je suis tombé de ma chaise. C'est qu'on fonctionne avec des anciennes mammographies qu'on affiche. On affiche, on désaffiche. Je venais de l'Oncopole de Toulouse où on était dans la pointe de l'innovation pendant 10 ans. Donc ça m'a un peu surpris. On a obtenu aujourd'hui le droit d'expérimenter la digitalisation de cet enjeu pour faire lire, donc c'est un premier lecteur qui fait une mammographie, un deuxième lecteur contrôle. Les radiologues ont des flux d'informations qui peuvent être partagés. Aujourd'hui, donc c'est un projet qui coûte 2 500 000 € qu'on va mettre en place en Nouvelle-Aquitaine, qu'on a lancé. La réunion de lancement était la semaine dernière, et on va le lancer. Il m'a fallu 2 ans et demi pour faire arbitrer favorablement cette démarche. Parce que, au niveau national, on ne savait pas s'il fallait attendre l'intelligence artificielle ou s'il fallait qu'on investisse sur ce sujet, etc. C'est pour vous dire en fait que la question du pilotage des enjeux de santé publique, pour moi, elle est clé. Parce que de poser des sujets sur la question des invitations, sur la question des enjeux, sur la question du aller vers, sur la question des données de santé, c'est bien, les pop-up, j'en parle depuis 3-4 ans. Moi, je rêverais qu'un médecin généraliste, quand il a la carte vitale qui la rentre, on ait tout de suite une alerte en disant « Attention, la personne n'a pas fait son dépistage ». Je rêverais de pouvoir bénéficier des rémunérations sur objectifs de santé publique des médecins généralistes et d'aller voir ceux qui omettent d'intensifier les actions de santé publique au bénéfice des patients, pour plein de raisons, parce qu'ils ont beaucoup de patients ou autres. Mais je rêverais. Et ces problématiques-là sont des problématiques qui doivent se gérer à l'échelon national. Et pour cela, il faut avoir un espace de concertation et d'échange qui permettent de prendre des décisions. Et c'est pour ça que je dis que l'un des cœurs du sujet, c'est la gouvernance. D'autres questions ? Allez-y. Merci beaucoup pour cette intervention, Jean-François Thébault, Fédération des diabétiques. Dieu sait si, là où je suis et là d'où je viens, on est pour la prévention. Donc, ce n'est pas question de remettre un instant la nécessité d'une information claire, loyale vis-à-vis de tout le monde. Pour autant, j'ai 2 questions à poser, ou 2 remarques. L'une à vous, Monsieur Benjamin Gandouet, avec en perspective ce qu'a dit notre député Cyril Isaac-Sibylle tout à l'heure, et puis à Caroline, bien sûr. Les 2 questions qui me perturbent dans ce que vous décrivez, et comme l'a décrit tout à l'heure Cyril Isaac-Sibylle, en disant qu'il faut industrialiser la prévention. En prenant l'exemple du Covid, de tout ce qu'on avait fait. Mais sans parler de tous les débats éthiques de société que ça a posé avec la privation de liberté, avec les problèmes d'imposition aux gens d'un certain nombre de contraintes, et donc de suppression du libre choix. Vous dites, il faut arrêter de fumer, on va vers la culpabilisation des patients en fonction de leur comportement. Je trouve que c'est des limites éthiques, citoyennes, très difficiles. De fait, si on arrêtait de fumer et de boire du vin, il n'y aurait pas 150 000 cancers de moins, parce qu'il y aurait toujours des cancers aussi. Et donc le libre choix de chacun me paraît extrêmement important. Alors autant l'information sur les risques doit être faite sans aucune réserve, autant après sur les décisions personnelles qu'on peut prendre, Dieu sait si je suis pro-vax, mais s'il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner en leur âme et conscience, je pense qu'il faut les respecter, essayer de les convaincre, mais les respecter. Et alors la question que je voudrais poser à Caroline, c'est on a des données de santé, on peut les utiliser. Vous venez de dire, Monsieur Benjamin Gandouet, que vous rêvez que la carte vitale dise « Ah ben voilà, il n'est pas vacciné, il n'a pas fait ceci ». Mais jusqu'où peut-on cibler les patients et aller dans l'interprétation de leur vie, de leur choix de vie, de leur projet de vie, pour leur imposer après, au titre collectif, un certain nombre de choses à faire. C'est une question. Je veux dire, tout à l'heure, vous allez avoir
le patron d'IQVIA, Jean-Marc Aubert, qui lui est très, très clair sur ce domaine et avec lequel on a déjà eu des échanges sur ce domaine. Moi, je pose cette question. Jusqu'où aller ? Jusqu'où aller dans cette prévention ? Jusqu'où aller dans cette industrialisation de la prévention ? Jusqu'où aller dans l'utilisation des données personnelles en vue de ça, même si c'est un service pour la collectivité, on a l'échelon individuel qui mérite, qui doit être respecté, et ce choix doit être posé aux citoyens. C'est une réflexion plus qu'une question. Oui, très court. Merci Jean-François. Je pense qu'il y a un début il y a deux réponses. La première, c'est ça s'est fait en fait donc avec ceux qui déploient aujourd'hui Mon Espace Santé. Et d'ailleurs, il y a eu aussi les assises citoyennes avec une trentaine de citoyens où ils ont en fait craqué cette question-là de la prévention. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, et finalement, je mets mes données dans Mon Espace Santé. Est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour vous faire à vous une prévention qui serait adaptée et ciblée. Une des réponses qui a été formulée, c'est ça va un petit peu dans ton sens, c'est de se dire, on va faire du micro-consentement et tu vas consentir à pour avoir l'information si tu la souhaites ou pas. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, le point a été traité. Pour ce qui concerne plutôt le Health Data Hub, on est en fait dans un autre cadre. On est dans l'utilisation secondaire des données de santé à des fins donc de recherche d'intérêt public. Et nous, les projets que l'on porte sont des projets qui, évidemment, moulinent ces données-là, mais qui ne vont pas jusqu'où tu vas. C'est-à-dire que ça va être des projets de type, ceux que j'ai présentés tout à l'heure, prédire les risques d'insuffisance cardiaque et donc les risques d'hospitalisation. Ça va être la meilleure personnalisation pour le traitement pour le cancer, etc. Mais on n'est pas dans cette perspective où ensuite il y aura une information à faire, etc. Et alors, pourquoi je ne dis pas que ça ne pourrait pas aboutir à ça ? C'est qu'on est en fait dans des freins et des obstacles à l'utilisation des données déjà bien en amont. Traitons ces points-là et peut-être qu'un jour on aura cette fameuse question et je serais ravie de pouvoir me frotter en fait véritablement opérationnellement à ça, mais on n'y est pas encore. Donc moi j'ai une précision et puis j'ai une observation. Ma précision, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de la nécessité de la sauvegarde, c'est ce que je pense, de notre modèle social au vu des enjeux. L'augmentation du vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de cancers. J'ai évoqué qu'au-delà de ce constat, il y avait une source d'espoir qui était de 2 titres. Le second, c'était la prévention et le dépistage, puisque détecter tôt, on peut sauver des vies et les traitements curatifs coûtent moins cher. Et j'ai évoqué que la moitié des cancers pouvaient être évités grâce au changement de comportement et mode de vie. J'ai jamais fait une injonction. L'injonction que vous me prêtez, c'est la vôtre, ça ne sera pas la mienne. Parce que par autodéterminisme, j'estime que chacun est en droit de penser ce qu'il souhaite et de faire ce qu'il souhaite. Je pose juste un constat et des enjeux. Après, chacun fait comme il le souhaite. Après, dernier point, c'est l'observation. Aujourd'hui, cette prise de conscience que nous avons dans le mur financier par rapport à notre système de santé, et donc c'est quelle est la volonté de la solidarité nationale de continuer à soutenir cette démarche si on ne fait pas des changements en termes d'organisation. Et c'est pour ça que la prévention des cancers, en ce qui me concerne, a souhaité en fait se réorganiser et se réinventer. Et donc il y a la Première ministre qui a pris une décision en décembre 2022 pour réorganiser l'ensemble du fonctionnement avec une assurance maladie qui va envoyer les invitations et les relances que faisait avant le CRCSC pour que le centre régional développe un peu plus la question du aller vers. Et la question que vous évoquez, qui est sous-jacente sur la question du système d'information, est prévue justement dans des volontés d'évolution de nos systèmes pour essayer de faire ce que disait monsieur Despernay, pour essayer d'essayer d'améliorer ce qui dysfonctionne actuellement. Donc je pense raisonnablement qu'on devrait pouvoir s'améliorer. Merci à tous les trois. J'imagine qu'on pourrait encore en discuter pendant des heures, mais malheureusement, le temps de la partie nous est dévolu. Je vous remercie beaucoup à tous les trois. Merci pour cette table ronde. Merci. Et j'appelle maintenant pour la keynote numéro 2, Clémence Loras, responsable du Prevent Care Lab INCO, et Sylvie Troy, directrice médicale adjointe de Pfizer France. On vous écoute. Merci beaucoup.